Je garde de l'énergie, William, ça passe. Hein. Merci à tous d'être venus. Merci à la Ligue des droits de l'homme de proposer cette activité à nos jeunes. Merci aux membres du jury qui ont accepté d'officier sur un exercice qui n'est pas facile. Merci aux enseignants qui ont encadré les élèves et qui les ont préparés pour cette épreuve qui n'est pas facile. Merci aux élèves d'avoir accepté de faire cette épreuve qui effectivement est encore moins facile pour eux, mais on est indulgent et je sais qu'on va tous aimer vos discours. Merci au personnel du lycée qui ont œuvré pour que tout soit en place comme il faut, de manière à ce qu'on puisse profiter de ces belles prestations de nos élèves. Donc en tout cas, bon courage à nos élèves pour ce moment de plaisir pour eux. Et on les reçu cette année par le lycée Maupertuis, donc on a hâte effectivement de découvrir le travail des élèves. Voilà, merci à tout le monde et puis je crois qu'il faut que ça commence maintenant, je crois que tout le monde a hâte. C'est pas nous que vous êtes venus entendre et je crois que c'est bien normal. Allez, beaucoup. Je voudrais quand même dire un petit mot d'accueil de la part de la Ligue des droits de l'homme, Camille Tapp étant la présidente de la section Saint-Malo et Pays Malouin. Alors moi c'est pareil, je serai brève. Je tiens juste à remercier le lycée Maupertuis qui nous accueille aujourd'hui. Je tiens à remercier les professeurs qui se sont donnés pour faire en sorte que ce concours de plaidoirie ait lieu. Et puis je tiens juste à encourager les élèves qui vont faire leur plaidoirie aujourd'hui. Donc ayez confiance en vous, surtout n'ayez pas peur et soyez fiers de ce que vous allez nous rendre. Voilà. Alors, on l'a dit d'ailleurs, ils sont assis au premier rang. Ce concours fonctionne aussi parce qu'il y a un jury qui est composé de 7 membres qui est chargé d'évaluer et de désigner le ou les vainqueurs. Parce que dans le fond, un concours aussi, c'est toujours un ou deux ou trois. Hervé est le président de l'association Le Goéland et je le remercie d'avoir accepté d'être le président du jury. Et je vais le laisser, c'est normal que ce soit lui qui le fasse, présenter les membres du jury. Merci Eric. Donc je vais vous présenter le fameux jury, les méchants. Ils sont tous très très gentils. Allez, Je vais demander à une ou deux mains innocentes de venir me rejoindre sur le pupitre pour tirer au sort l'ordre de passage. Dire un numéro. Dans leur plaidoirie, doivent être cités un ou plusieurs articles de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a servi finalement de colonne vertébrale à leur travail à travers des droits donc qu'ils estiment bafoués en France ou à l'étranger ou ailleurs dans le monde. Ça, c'est la première contrainte. La seconde contrainte, c'est d'avoir une plaidoirie qui soit de 8 minutes au maximum. En France, la société ne protège pas ses enfants. Le procès de Châteauroux en est le parfait exemple. Mathias, l'une des victimes, a 22 ans au moment du procès. Mathias a 15 ans lorsqu'il est hospitalisé à cause d'un traumatisme crânien causé par des coups très violents portés au niveau de la tête. À son réveil, ce dernier supplie les infirmiers de ne pas laisser son responsable venir le chercher. C'est là que l'horreur se dévoile aux yeux de tous. Les maltraitances, les violences physiques, psychologiques et sexuelles, le travail forcé et l'accueil d'enfants illégaux sans agrément. Ce n'est pas le seul enfant à avoir payé pour les insuffisances de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, je pense à Lily, 15 ans, retrouvée morte suicidée dans l'hôtel où l'ASE l'avait placée. Hayden, 7 ans, retrouvé l'oreille à moitié arrachée, en état de dénutrition avancée, le corps recouvert de coups. Méline, 11 ans, retrouvée pendue dans son foyer. Myriam, 14 ans, retrouvée morte après avoir fugué de son foyer. Pourtant, le rôle de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, n'est-il pas au contraire de protéger ses enfants? Comment expliquer que tant d'enfants confiés à l'ASE subissent des maltraitances, parfois commises par d'autres enfants, mais le plus souvent par des adultes censés les protéger? Comment accepter que l'aide sociale à l'enfance puisse briser des vies au lieu de les reconstruire? Comment expliquer la souffrance de ces enfants, dont certains vont même jusqu'à se donner la mort, tant ils se sentent abandonnés par l'État? Jusqu'où ira cette hérésie?
Le constat est accablant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les informations publiées par l'UNICEF, 3% des mineurs en France sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Ce chiffre peut paraître rassurant, presque anodin à première vue. Mais derrière ce pourcentage, il y a 400 000 enfants qui subissent des maltraitances, passant d'un foyer à un autre, sans jamais poser leurs valises. Des fratries sont séparées. Des adolescents sont forcés à se prostituer. Leurs droits sont bafoués. Ces 3% d'enfants vivront, en moyenne, 20 ans de moins que les autres. Comment peut-on rester indifférent face à une telle injustice ? Certes, il y a le 119, le numéro d'appel pour les enfants en danger. Mais 94% de ces appels ne sont pas pris en charge tant le service est saturé. 90% des enfants victimes de violences sexuelles ne sont pas crus, pas écoutés, pas protégés. C'est pire encore s'ils sont handicapés. Nous parlons de violences psychologiques, nous parlons de violences physiques et sexuelles. Nous parlons aussi de violences moins visibles, mais tout aussi destructrices, les violences psychologiques. 25% des enfants placés rapportent des faits de maltraitance, que ce soit sur le lieu du placement ou au domicile des parents lors des visites. Sur les 400 000 enfants placés à l'ASE, environ 15 000 mineurs seraient victimes de prostitution. Des enfants dont l'âge moyen se situe entre 11 et 14 ans. Comment est-ce possible ? 68% des familles d'accueil ne sont pas suivies. Les enfants placés ne sont pas suivis. Vous souvenez-vous du procès de Châteauroux, en octobre 2024 ? De 2010 à 2017, une soixantaine de jeunes, placés dans une structure d'accueil sans agrément officiel, ont subi des humiliations répétées, des violences psychologiques, physiques et sexuelles et du travail forcé. Comment faire pour que chaque foyer de l'ASE devienne réellement un lieu de protection et non une zone d'emprise pour les criminels ? La conséquence dramatique de toutes ces violences est que la moitié des mineurs de l'aide sociale à l'enfance souffrent de troubles psychologiques graves. Les soins psychiques sont un besoin fondamental. Ils sont la base indispensable pour permettre à ces enfants de surmonter leur traumatisme et de se construire un avenir adulte. Cependant, pendant le placement, ces soins sont inexistants. Comment espérer avancer sans traiter les troubles du passé ? Comment croire que des enfants confrontés à l'inceste, au viol, au coup ou à l'abandon puissent, sans suivi psychologique, laisser derrière eux l'horreur et s'épanouir ? La vérité, c'est que les droits des enfants sont bafoués. Nous sommes tous dans le déni. Pourquoi un tel manque d'accompagnement des enfants placés ? Pourquoi l'État n'engage-t-il pas les mesures et le budget nécessaires ? Chaque année, l'aide sociale à l'enfance coûte entre 10 et 12 milliards d'euros au département. La politique de décentralisation fait reposer la prise en charge de ces dépenses sur les départements, créant de grandes inégalités. Par exemple, depuis 2016, les enfants doivent avoir un bilan de santé physique et psychologique à leur arrivée à l'ASE, mais moins de 10% des départements sont en mesure de le faire. De plus, la justice des moyens manque cruellement de moyens. Il faut attendre entre 18 mois et 2 ans entre la plainte et le jugement. Mathias, lui, a dû attendre son procès 7 ans entre la plainte et le jugement, levant le voile sur les violences commises entre 2010 et 2017. Pendant ce temps, les enfants sont en danger. 77% des juges admettent avoir déjà renoncé à placer un enfant, par manque de place. Dans le Nord, 3000 enfants sont contraints de rester dans leur famille maltraitante, manque de place ou de jugement. La faute à qui ? Sûrement pas aux travailleurs sociaux, ni à l'ASE. C'est la société qui ne protège pas ces enfants. Des institutions censées les aider reproduisent les mêmes schémas de violence et d'abandon. Ces enfants ont déjà vécu l'enfer à la maison. Ils ont connu le déracinement pour finalement connaître à nouveau la violence. Puis, à 18 ans, ou plus tard 21 ans, l'État s'en débarrasse. Ils sont considérés comme adultes. 70% des jeunes issus de l'ASE en sortent sans diplôme. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen stipule dans l'article 2 que ces droits sont l'égalité, la liberté et la sûreté. Dans l'article 22, elle dit que l'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous ses citoyens. Cependant, ces droits ne sont pas garantis quand on force très tôt, trop tôt, ces jeunes en souffrance à être autonomes, alors que les jeunes Français quittent le foyer familial à 24 ans en moyenne. Comme le dit Mathias dans un reportage sur France 3 en 2024, « J'ai 22 ans. Je dois apprendre à m'aimer moi-même, à me soutenir moi-même, à me rendre stable moi-même. » La France a pourtant signé en 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit qu'un enfant a droit
à la protection, à l'éducation, d'avoir une famille, d'être entouré et aimé, d'avoir un refuge. et des conditions de vie décentes. Aucun de ces droits n'est respecté. C'est un échec collectif, une honte pour la France. Mais ce n'est pas une fatalité, des solutions existent. L'État devrait écouter des organismes comme la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dont le rapport, publié en 2023, propose des préconisations concrètes pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Certes, les lois progressent lentement. La loi Taquet de 2024 prend davantage en compte le bien-être de l'enfant. Elle interdit de séparer les fratries, interdit le placement dans les hôtels et oblige les départements à accompagner les enfants jusqu'à 21 ans. Encore faudrait-il qu'elle soit respectée, ce qui est loin d'être toujours le cas. Par ailleurs, nous devons absolument valoriser les métiers du travail social. C'est une nécessité pour mieux accompagner les enfants. Comment voulez-vous qu'un travailleur social épuisé, débordé, sans soutien, puisse offrir l'accompagnement qu'un enfant traumatisé mérite ? Les éducateurs et les éducatrices sont exposés en permanence à des situations de violence, sans reconnaissance, sans soutien psychologique et avec une charge de travail écrasante. Nous devons mieux les payer et mieux les former. Nous devons reconnaître l'importance de leur travail pour mieux les soutenir. Ce défi n'est pas impossible. Grâce à la prévention et à une application plus rapide des jugements, il y a 3 fois moins d'enfants placés en Allemagne et 4 fois moins d'enfants placés en Espagne. Il est temps de sortir du déni et d'agir. Mesdames et messieurs, membres du jury, comme l'a dit Victor Hugo, la pire des injustices, c'est l'indifférence. Aujourd'hui, je vous parle de celle que la France a oubliée. Je vous parle de ces jeunes femmes françaises qui, parties en Syrie, n'ont plus le droit de rentrer en France et sont considérées comme des terroristes. Face au refus d'un rapatriement, la souffrance de ces jeunes femmes sombre dans le silence. Laissez-moi vous en présenter une. Je m'appelle Marie, j'ai 21 ans, 2 enfants et je suis française. Je vis depuis 5 ans en Syrie dans l'enfer de Daesh. Aujourd'hui, je suis entre la vie et la mort dans un camp syrien en l'attente de mon procès. En partant en Syrie, je pensais trouver un sens à ma vie comme beaucoup d'adolescentes de 16 ans. Seulement, ma bonne volonté s'est vite transformée en naïveté. J'ai été manipulée par des images sanglantes de propagande en Syrie qui m'ont bouleversée. Imaginez les enfants mourant sous les bombes, des familles détruites. J'ai cru bien faire, j'ai cru aider les opprimés par fraternité, par humanité, mais le mariage forcé avec un djihadiste a été mon premier enfer. J'ai vécu des viols, mes enfants en sont nés. Mon mari me battait, me séquestrait. Je suis devenue la victime que je venais sauver. J'ai complètement perdu la foi. Je ne pensais qu'à une chose, m'enfuir de ce cauchemar. Alors j'ai demandé de l'aide. Seulement, mes demandes de rapatriement en France, dans mon pays, ont toutes été refusées. La condition pour rentrer en France est d'être jugé dans un tribunal en Syrie. Alors, j'attends, encore et encore, l'ouverture de ce procès. On me juge pour survivre à l'enfer. Moi qui pensais que grâce à la France, je ne connaîtrais plus jamais cette terreur, cette barbarie, cette violence. L'histoire de Marie n'est pas unique. En 2016, déjà, les jeunes femmes françaises et adolescentes correspondent à 35% du contingent de djihadistes français qui s'engagent en Syrie et qui pensaient aider les opprimés. Un tiers seulement de ces jeunes françaises sont converties à l'islam. Elles viennent majoritairement de classes moyennes et non populaires, contrairement aux idées reçues. Ce phénomène, il se nomme le djihad féminin. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes sont encore punies pour cela. Alors, mesdames et messieurs, 2 questions s'imposent. Ces femmes sont-elles des coupables ou des victimes? Et la France respecte-t-elle ses engagements internationaux? À l'origine, cet engagement il est moral et plus qu'honorable dans le pays des droits de l'homme. En effet, de très jeunes adolescents sont des victimes de propagande sur les réseaux sociaux qui attisent leur compassion et leur courage. Ces images, on les a vues, elles sont évidemment touchantes. N'importe quel être humain se sentirait concerné et aurait envie d'agir pour le bien de l'humanité. D'ailleurs, c'est également par féminisme que certaines s'engagent.
Cela peut paraître étonnant, mais il faut savoir que la charia a été vendue à ces jeunes femmes comme un idéal égalitaire homme-femme soumis à Dieu. Cependant, dans cette organisation, la femme a une place genrée, assignée dans une société très patriarcale. Alors, trompées par les propagandes, manipulées, mariées de force, ces jeunes Françaises deviennent des sous-citoyennes privées de leurs droits élémentaires. Elles connaissent des violences sans nom. Elles se retrouvent coincées, séquestrées par leur mari, sans plus une liberté, même pas celle de sortir ou de s'habiller à leur guise, même pas celle de contacter leur famille et rester en France. Elles deviennent des esclaves. Le but réel de cette propagande est d'instrumentaliser les femmes pour qu'elles contribuent à l'effort de guerre par la procréation et l'assouvissement des pulsions, notamment sexuelles, des terroristes. Imaginez un instant, mettez-vous à leur place, votre amie, votre sœur, manipulée, arrachée à sa vie et abandonnée par son propre pays. Cher public, qu'en pensez-vous? Ces femmes sont-elles des coupables? Nos victimes séquestrées en Syrie sont perçues comme des menaces pour les citoyens français. Elles sont accusées d'association avec des malfaiteurs en vue de commettre un attentat. Elles doivent être jugées en Syrie pour cela. On nous objectera que ces femmes ont rejoint un groupe terroriste en se mariant à des membres de Daesh. Je ne dis pas que certaines ont pu avoir des intentions criminelles, mais comment qualifier de terroriste une jeune adolescente de 16 ans, endoctrinée, violée et prisonnière? La vraie question n'est pas leur culpabilité, mais notre responsabilité collective. Le refus du gouvernement français de rapatrier ses ressortissantes viole leurs droits et leurs libertés. En attendant un procès, ces jeunes femmes vivent dans des no man's land, des prisons à ciel ouvert, où leur vie et celle de leurs enfants, les deux mères françaises, sont en danger quotidiennement. Sachez alors que la situation est juste dramatique dans ces camps. Entre surpeuplement, violence, insécurité, malnutrition, manque d'accès à l'éducation, aux loisirs, aux soins, ces femmes et ces enfants ne vivent pas, ils essayent de survivre. Selon l'UNICEF, environ une centaine d'enfants français sont détenus dans ces camps, dont 90% ont moins de 12 ans et dont la moitié a moins de 6 ans. Comme le souligne Amnesty International dans son rapport de 2023, laisser ces femmes et ces enfants en Syrie revient à les condamner à une mort lente. Alors, la France respecte-t-elle ses engagements? Non. Elle bafoue. Elle bafoue ses engagements internationaux et européens en exposant ces femmes et ces enfants à des souffrances insoutenables dans des conditions contraires à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou DUDH. Cet article dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une interdiction également défendue par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En réalité, ces jeunes femmes de nationalité française n'ayant participé à aucun agissement terroriste sont victimes de discrimination de la part de l'État français. Si, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle la France adhère, il est écrit à l'article 4 que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Cet article est-il respecté au vu de l'utilisation de ces femmes et des violences qu'elles subissent? Toutes les femmes sont-elles défendues lorsqu'elles ont été victimes d'un mariage forcé en France, comme garanti dans l'article 16? Si la France n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances et fût-ce à l'autre bout de la planète, selon le président Emmanuel Macron dans un hommage en 2019, est-il juste de punir ces femmes qui subissent la propagande djihadiste dirigée vers la France? Certes, il peut être difficile de distinguer une victime d'une coupable, mais s'il y a bien une chose qui doit être juste, ce sont les actions d'un État démocratique envers ses citoyens. Les actions destinées à faire respecter les droits élémentaires de chaque citoyen sans discrimination. Alors aujourd'hui, exigeons que la France rapatrie ses femmes et ses enfants. Exigeons des programmes de protection contre la propagande en ligne. Car si nous ne les défendons pas, qui le fera? Marie, c'est peut-être votre sœur, votre amie. Accepteriez-vous qu'elle soit oubliée par la France dans un camp en Syrie? Merci. « 6 millions de morts, 10 000 enfants enrôlés de force dans des groupes armés, des vies brisées par la guerre,
des enfants qui n'ont connu dans leur vie que souffrance et terreur. Une guerre civile qui fait rage dans le silence le plus total des médias depuis plus de 30 ans. Nous ne vous parlons pas d'un film, mais de ce qu'il se passe actuellement en RDC, la République démocratique du Congo. Le conflit actuel en RDC a débuté dans les années 1990 dans l'est du pays et n'a jamais cessé. Pour le comprendre, il faut prendre en compte de nombreux éléments. Tout d'abord, la mauvaise gestion de la construction d'une nation et d'un État post-colonial, la pratique coloniale consistant à diviser pour mieux régner, a exacerbé les tensions et créé de profondes divisions entre les groupes ethniques. Ensuite, une mauvaise gouvernance. En 1965, Mobutu Sese Seko s'est emparé du pouvoir et a régné pendant 32 ans, dans la corruption la plus totale. Mais la RDC, c'est aussi des terres et des ressources naturelles convoitées, telles que les diamants, l'or, le coltan ou encore le cobalt. Un conflit oppose ainsi actuellement le groupe M23, le mouvement rebelle dit du 23 mars, aux forces armées de la République démocratique du Congo. En 2024, il a consolidé son emprise sur des territoires stratégiques dans l'est de la RDC, malgré la condamnation internationale. Le contrôle de Goma et de ses environs par le M23 lui donne accès à d'importantes richesses minérales, telles que des mines de coltan et de cassitérite. L'exploitation de ces minerais est d'ailleurs l'un de leurs moyens pour financer leurs activités. En 2025, rien n'a changé. Les rebelles du M23 sont emparés des plus grandes villes de l'est du pays, Bukavu et Goma. Pour parachever le tout, les interventions militaires étrangères ont déstabilisé le pays. Les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda en particulier, ont joué un rôle crucial, que ce soit en soutenant des groupes armés ou en intervenant militairement pour des motifs politiques, économiques ou de sécurité. C'est cela qu'il faut savoir quand on parle de la RDC. Mais il faut aussi réaliser la violence dans laquelle est plongée la population. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité gangrènent le pays. Plus de 6 millions de personnes sont mortes. 6 millions en raison des conflits depuis 1998. Car dans toutes ces guerres, tous ces massacres, qui sont réellement les victimes? Est-ce que ce sont le gouvernement du Rwanda, de la RDC, ou bien les dirigeants du M23? Non, bien évidemment. Si les personnes qui déclenchent les guerres étaient aussi celles qui en payent le prix, il n'y aurait plus beaucoup de guerres dans le monde. En réalité, ce sont les civils qui endurent tous ces malheurs. Et notamment les femmes. Car, comme l'a souligné le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, le viol y est utilisé comme une arme de guerre. Et Denis Mukwege sait de quoi il parle, car il est chirurgien gynécologue et a réparé de nombreuses femmes victimes de violences sexuelles en RDC. Le docteur Mukwege a exercé 26 ans à la clinique de Panzi à Bukavu. Il se désole que personne ne parle de ce qu'il se passe au Congo. Il expliquait en septembre dernier sur Radio France, lors de la sortie du film Muganga, celui qui soigne, un film qui retrace son combat. Cette guerre qui a maintenant duré presque 3 décennies, c'est une guerre qui est complètement oubliée. Il y a l'absence de visibilité médiatique. Ce que nous vivons dans cette région, le nombre de personnes qui sont décapitées régulièrement, tous les jours, les femmes qui sont violées, ce sont des images qui n'existent pas, qu'on ne voit pas. Et si l'on devait donner la parole à une femme concernée, nous pouvons citer Tatiana Mukanir Bandalire et son livre « Au-delà des larmes », paru en 2021. Elle y dénonce l'utilisation du viol au Congo. Te souviens-tu d'avoir détruit la vie de cette petite fille de quelques mois, ou celle qui avait 8 ans? Elle a pleuré, elle a souffert, mais toi, tu ne t'es pas arrêté. Tu as même mutilé ses organes génitaux. Je ne sais plus si tu peux t'appeler homme, car pour moi, tu n'as plus rien d'humain. Les enfants aussi sont touchés de plein fouet. Alors, vous allez me dire que c'est plutôt évident, et c'est vrai.
La différence est que 10 000 enfants n'ont pas été tués, torturés ou kidnappés, mais enrôlés de force dans des groupes armés. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Par exemple, lors de la guerre civile en Sierra Leone, dans les années 90, les enfants étaient drogués pour les former à manier des armes et massacrer des villages. Ils étaient tout simplement entraînés à tuer. Sur le site d'Amnesty International, on peut lire ce témoignage d'un ancien enfant soldat enlevé à l'âge de 13 ans. Lorsqu'ils sont venus dans mon village, ils ont demandé à mon frère s'il était prêt à rejoindre la milice. Il avait tout juste 17 ans et il a dit non. Ils lui ont tiré une balle dans la tête. Ensuite, ils m'ont demandé si je voulais m'engager. Alors, que pouvais-je faire? Je ne voulais pas mourir. Pour toutes ces raisons, les conflits en RDC, imbriqués les uns dans les autres, sont responsables de crimes de droit international et autres violations de droits humains. Les belligérants de RDC bafouent ainsi l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui stipule « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Pour mettre fin à cette guerre qui perdure depuis tant de temps, nous réclamons une plus large médiatisation du conflit. Vérité, justice et réparation pour les victimes des conflits. Les auteurs de crimes doivent faire l'objet d'enquêtes, de poursuites et de sanctions auprès d'un tribunal international. Les États doivent également répondre de leurs actes, reconnaître la souffrance des millions de victimes des conflits RDC et faire en sorte que le monde entier entende leur histoire. Nous réclamons une aide humanitaire transmise par des associations, des organisations telles que l'ONU ou encore l'UNICEF. Et enfin, le renforcement d'actions de la société civile en RDC. Mais surtout, quelque chose que vous, nous et n'importe qui peut faire, c'est d'en parler. En parler car le conflit n'a jamais cessé. Et pendant que nous, Français, vivons paisiblement, eux souffrent depuis bien trop longtemps dans le silence des médias. Donc même si nous, dans notre position actuelle, sommes limités, faisons la seule chose qui est en notre pouvoir, ne pas les oublier. Mesdames, Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous rappeler qu'il ne suffit pas d'être un homme blanc pour être éloquent. Femme et fière de l'être, je manie la langue de Molière et connais ses lettres. J'aime la France, France du pays des droits de l'homme, France de la gastronomie, cette France que j'aime tant de par son histoire. Mais c'est aussi cette France qui parfois me fait peur, celle qui préfère voter pour un homme qui torture à Alger plutôt que de sauver ses enfants en train de se noyer, celle qui préfère voter pour une femme qui tourne cette monnaie plutôt que d'aider ces femmes en train de se faire violer, celle qui soutient l'assaut des médias par un milliardaire plutôt que de protéger ce continent noir humilié et pillé par une Europe morose. Car comme il disait Nelson Mandela, quand un homme est privé du droit de vivre la vie dont il croit, il n'a pas d'autre choix que de devenir hors la loi. Comme le décrit l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Pourquoi eux ne pourraient-ils pas? Sont-ils trop foncés? Ne sont-ils pas assez catholiques? Sont-ils trop peu occidentalisés? Selon l'article 1, tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Quelle dignité leur offre-t-on? Ce n'est de les humilier, de les laisser mourir de froid dans les tentes, de les priver des droits de travail et d'éducation. Aujourd'hui, ce sont 7000 hommes, femmes et enfants qui meurent chaque année dans la Méditerranée. Car, comme Rokhaya, elles sont des milliers à tenter de fuir. Rokhaya a 13 ans et elle fuira la Mauritanie avec sa grand-mère. En Mauritanie, elle et sa grand-mère se faisaient continuellement violer par les militaires. Arrivée au Sénégal, elle est tombée enceinte de 3 enfants. Puis, elle tentera d'atteindre la Libye. Elle traversera le Mali, le Niger, le Bénin puis l'Algérie. 4643 kilomètres. Un périple long et qui semble presque interminable. Malgré les cadavres de personnes mortes de faim sur les routes, elle y parviendra.
On peut entrer en Libye, mais on ne peut pas en sortir, dit-elle. Les gens sont battus, tués. Elle était torturée, brûlée, violée, menacée. En Libye, il se passe des choses que l'on ne peut pas dire. C'est en 2016 que Roukaya, 40 ans, s'enfuira de la maison où elle était retenue, avec l'aide de passeurs. Elle se réfugiera dans une maison avec 1000 autres personnes, entassées comme des baies, enfermées durant 3 jours. Ils ont fabriqué eux-mêmes la pirogue. Plus de 150 femmes et enfants sont montés dans l'embarcation. Ils se faisaient brûler par l'essence, coupés par les clous et le bois. L'eau du bateau était rouge de sang. Après plus d'une semaine en mer, de nombreuses femmes et enfants sont morts. On les pensait endormis. Leur embarcation sera sauvée par les gardes-côtes italiens, qui, je le rappelle, ont déjà été condamnés pour avoir laissé mourir une centaine de personnes. 94. 35 enfants par le simple fait que ces hommes ont choisi de retarder le sauvetage. 4 heures. 4 heures, c'est le temps qu'il leur a fallu pour enfin intervenir. Puis, Roukaya se réfugiera en France. Mais à son grand malheur, même ici, le racisme continue de la persécuter. Traitée de nègre et de puante, simplement en raison de sa couleur de peau. Il est 19h. Aujourd'hui, 15 personnes sont mortes sur les routes migratoires européennes, il en reste 4. Hier, 19 personnes sont mortes. Demain, 19 mourront encore. Comment peut-on laisser mourir des personnes qui n'ont dit que de l'espoir? Car le Che Guevara africain affirmait qu'on ne devrait pas choisir le champagne pour quelques-uns contre l'eau potable pour tous. Et j'aimerais ainsi souligner notre lutte contre le fascisme qui perdure depuis notre berceau. Si je suis fière d'être française, certaines parties de l'histoire me répugnent et me font honte. En effet, entre 1960 et 1990, la France aurait extrait plus de l'équivalent de 500 à 1000 milliards de dollars de ressources africaines, selon des économistes comme Kakono Bukpo ou Thomas Sankara. 1000 milliards de dollars, c'est la fortune estimée de Musk en 2030. Avec 1000 milliards de dollars, on pourrait acheter un pays comme la Suisse ou offrir une prime de 2923 dollars à chaque Américain par exemple. 1000 milliards de dollars, c'est l'équivalent de l'addition du PIB des 3 pays d'Afrique les plus riches en 2025. 1000 milliards de dollars, c'est trop. Pensez-vous une seule seconde aux personnes chez qui nous sommes allés piller ces richesses. Pensez-vous aux pays qui maintenant vivent dans la pauvreté sous simple raison de plaisir personnel et enrichissement français. Vous qui vivez dans une France privilégiée, vous êtes-vous mis une seule fois à la place de ces familles à qui la nourriture a été prise des mains? Oui, vous tous ici, vous, bons Français que vous êtes, uniquement à la possession de papier, de simples feuilles avec vos noms écrits dessus. Rien qu'avec cela, vous partez avec une longueur d'avance sur les peuples opprimés. Moi, j'y pense, et malheureusement pas assez. Car il est plus simple de vivre aux dépens d'une société qui a pour seul mérite d'être arrivé chez quelqu'un et de s'être approprié ses richesses que de penser aux miséreux qui n'avaient en fait rien demandé. Pourquoi alors empêchons-nous ces personnes à qui nous avons causé la pauvreté de venir se réfugier en France? Pourquoi laissons-nous ces familles dépérir en Méditerranée sans aucun remords? Un jour, le célèbre Churchill a dit « Ceux qui n'arrivent pas à tirer des leçons de l'histoire sont condamnés à les répéter ». Oui, nos ancêtres ont fait des erreurs par le passé, mais il n'est pas impossible de les réparer et d'en apprendre de nouvelles choses. Notre cher ancien président d'Afrique du Sud a ainsi cité « Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le simple fait d'exister, mais de vivre en accord avec de profondes convictions. Nous, nos convictions, c'est un monde meilleur. Un monde où le droit à la santé est universel. Un monde où les gens ne devraient pas se battre pour vivre. Un monde où le pays de naissance ne devrait pas définir si tu vas avoir une vie misérable ou non. Un monde qui n'est pas délimité par des frontières dénuées de sens que des centaines voire des milliers de personnes ne se tuent rien qu'à traverser. Un monde où l'éducation et le savoir pour tous devraient être corrects. Un monde où personne ne devrait avoir à s'inquiéter d'où il va dormir le soir ou de ce qu'il va manger. Un monde où jamais un individu ne sera privé de besoins fondamentaux uniquement à cause de sa couleur de peau, de ses origines, de son genre ou bien de son orientation sexuelle. Un monde où les différences sont perçues comme une force et un atout en plus pour la société. Et puis finalement, nous souhaitons juste un monde où chaque personne puisse vivre en paix. Comme disait Josephine Baker, tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage et les mêmes mœurs. Mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour. Tant que vous n'aurez pas compris cela,
L'histoire ne sera pas écrite, mais à réécrire. Qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, je passerais que quelques secondes. Ces mots de Damso ont résonné en moi, tel un écho dans la nuit qui frappe le silence et jamais ne s'enfuit. Il n'a pas tort. Qui ici a envie de vivre dans un monde qui déraille, où l'espoir s'accroche encore aux fissures de nos batailles? En ce jour, j'aimerais vous parler de tous ces guerriers silencieux qui rêvent d'aller mieux, de tous ces sans domicile fixe qui sont négligés, voire moqués. Il est inhumain d'ignorer la souffrance et de détourner les yeux avec indifférence. Je rends hommage à Christophe, âgé de 58 ans, mort le 5 février 2026. Pardon. Mort le 5 février 2026, dans les toilettes publiques à Saint-Servant. Je rends hommage à Gilda, âgée de 48 ans, mort le 4 mars 2026, dans sa tente dans la zone de Grassinet. En seulement un mois, 2 SDF ont perdu la vie dans les rues de Saint-Malo. Ce ne sont pas des cas isolés, et à chaque fois on n'entendait plus jamais. Et pourtant, la précarité, elle, continue de tuer. Arrêtons de déplorer ces décès et agissons pour de vrai. Dans l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, il est inscrit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Il y a une distinction à faire entre être libre en droit et libre en fait. Sur le papier, les personnes sans abri possèdent les mêmes libertés que n'importe qui. Mais pourtant, en réalité, leurs droits sont fragilisés et beaucoup n'ont pas accès à une vie décente. Car trop souvent, les inégalités commencent dès la naissance. Peut-on vraiment être libre quand on est prisonnier des contraintes économiques? Sommes-nous libres lorsque chaque dépense compte? Quand la fin du mois nous épuise et nous affronte? Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont honte. Honte de ne pas avoir réussi au grand jeu de la vie, où chacun ne débute pas sur la même case. On appelle ça le destin. On dit que c'est la base. Mais moi, vous savez quoi? Je le crierai sur tous les toits pour que cette absurdité s'écrase. Ainsi, l'article 1 porte de belles valeurs, mais qui, malheureusement, à la moindre inégalité, vacille si nous n'agissons pas comme gardiens pour le respect de soi et d'autrui. Dans l'article 2, c'est fou. J'ai simplement eu besoin de passer à la ligne suivante pour trouver une nouvelle incohérence entre les mots et l'action. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. En d'autres termes, l'État doit avoir comme enjeu principal le respect des droits fondamentaux, tels que la vie, la subsistance, la propriété, la sûreté. Voyez-vous où je souhaite en venir? Un sans-abri, livré à lui-même, sans un sou, n'a ni la capacité de subsistance, ni la propriété, ni même la sûreté. Vivre dans la rue n'est pas sans risque. C'est être exposé chaque jour au froid, à la violence, à la faim, à l'indifférence des passants et au mépris des institutions. Ils ne vivent pas, ils survivent, dans le meilleur des cas. Un article de France 24 nous informe qu'en 2024, il y a eu en France 912 décès de personnes sans domicile fixe. Ce chiffre est un record effroyable, une hausse de 24% comparée à 2023. Sérieusement, comment le monde a-t-il pu manquer d'autant d'humanité? Dans certains lieux, il existe des dispositifs anti-SDF. Ce n'est pas normal de construire du mobilier, tel que des bancs avec une ergonomie particulière, afin que les personnes sans abri ne puissent pas s'y reposer. Les gens sont des pigeons. On met des pics pour qu'ils aillent ailleurs? C'est donc ça la France libre et fraternelle. Comment passer à côté des expulsions sociales où on admet la misère? Mais si elle est loin de nous, nous nous portons mieux. Un exemple concret. Les JO 2024. Au moins 19 526 personnes ont été expulsées de leur lieu de vie.
Bao, à la rue depuis 5 ans, témoigne face à France Bleu. Il ne voulait pas de nous, il fallait se cacher. L'État protecteur du peuple, mais bien sûr, Macron, Darmanin, Hidalgo ne sont pas des défenseurs du droit, mais des défenseurs de l'image. Ils ne traitent pas le problème, ils l'éloignent. Les vrais défenseurs de la vie, ce sont nous. Il n'est jamais trop tard pour faire évoluer les choses et pour nous faire respecter et faire respecter nos droits. Cela dure depuis trop longtemps. Il a fallu attendre le 1er février 1954 qu'une femme meure de froid pour commencer à agir avec la célèbre phrase de l'abbé Pierre, « Mes amis au secours, une femme vient de mourir, je l'ai salvée. » Petite parenthèse, l'abbé Pierre est un violeur. Ses agressions sexuelles ne seront jamais excusées, même s'il a servi la cause des sans-abri. En cet hiver 1954, la misère frappait sans trêve ni lumière. Ceux qui n'avaient déjà rien ont été livrés au froid mordant, au vent coupant. Dans les rues gelées, on les a laissés sombrer, oubliés, brisés. Pauvres parmi les pauvres, seuls dans la nuit noire, condamnés à pourrir dans le désespoir. Il a fallu des morts, des corps inanimés dans le décor, pour que l'on entende enfin le cri des rues et leurs remords. Alors seulement après le silence et l'effroi, l'appel de l'abbé Pierre souleva les cœurs et réveilla la foi. Le temps passe et la crise dure. Elle perd son pouvoir de sidération et finit banalisée. L'artiste Angèle chante dans une de ses musiques. On s'habitue à tout, même aux peines, même aux gênes. Elle illustre parfaitement l'habituation au drame. La misère est omniprésente, l'appel au don est constant, au final on s'y perd. C'est le paradoxe contemporain. Plus la misère est visible, plus elle devient invisible. Plus l'appel est constant, moins il résonne. Les belles promesses n'ont jamais manqué. En 2017, Emmanuel Macron déclarait « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes à la rue ». Les mots étaient forts, la réalité l'est restée. Les rues, elles, ne se sont jamais vidées. Je me rends compte que la société a tellement poussé les citoyens vers l'individualisme dès le plus jeune âge avec l'école, au point où les citoyens d'aujourd'hui perdent les notions de solidarité, d'entraide, qu'ils ne s'intéressent à une cause si et seulement si cette dernière l'a impacté personnellement. Je demande plus d'humanité, je demande du bon sens pour que l'espoir ne cesse jamais, pour que l'avenir écrive son histoire. Ne nous laissons plus berner par la passivité et l'habitude, pour que chaque oubli, chaque non-dit, chaque injustice ne reste plus dans l'ombre, mais éclaire nos consciences et trouve enfin justice. Ensemble, brisons le silence et mettons fin à l'indifférence. Merci. Mesdames, Messieurs, vous pensez connaître la pression? Vraiment? Vous pensez savoir ce que ça veut dire d'avoir 16-17 ans aujourd'hui? D'être jugé à chaque instant, pas seulement pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes censé être, pour ce que vous montrez, pour ce que vous postez, pour ce que vous portez. Et si je vous disais qu'un like peut peser plus qu'un vrai compliment, qu'un commentaire peut valoir plus qu'un sourire sincère, que votre tenue, vos chaussures, vos sacs, vos accessoires peuvent devenir une mesure invisible de votre valeur? Vous y croyez? Non. Eh bien, c'est la réalité de milliers de jeunes. Aujourd'hui, pour être accepté par les autres, il faut absolument porter les bonnes marques, suivre ce qui est à la mode et montrer ce que tout le monde montre sur les réseaux. Sinon, on disparaît presque. On est ignoré, ou on a l'impression de ne plus exister aux yeux des autres. Puis il y a les gens, dits populaires, ceux qui ont beaucoup d'amis, et les autres, qu'on laisse de côté, voire même qu'on exclut. Ces personnes peuvent se sentir isolées, seules. Le regard des autres pèse sur la santé mentale des jeunes. Lors d'une interview, en 2025, l'influenceuse française Miel Abitbol, qui parle souvent de la santé mentale, a expliqué quelque chose de très simple. Elle a dit qu'aucun jeune n'apprend à bien utiliser les réseaux sociaux. Et quand on y pense, c'est vrai. On nous donne un téléphone portable, un compte Instagram, TikTok, Snapchat, mais personne ne nous apprend comment gérer la comparaison, les commentaires et le regard des autres. Alors les jeunes apprennent seuls face aux critiques,
seul face au jugement, seul devant une pression permanente de devoir montrer la vie parfaite. Et comme si cela ne suffisait pas, cette pression continue ailleurs, à l'école. Cet endroit où l'on devrait apprendre, tranquillement. Mais à 16 ans, l'école ne vous demande pas seulement de résoudre des équations ou de retenir des dates. Elle vous demande de prévoir toute votre vie. Quelle orientation, quel bac, quelle carrière, quelle moyenne pour être admissible ou juste pas un raté. Vous réalisez ce que ça veut dire? À 16 ans, tout savoir, tout prévoir, tout réussir, et en plus être cool avec les autres. Et puis, il y a les contrôles, les examens, les notes. Ces moments où on a l'impression d'être constamment évalué. Et parfois, une mauvaise note suffit pour qu'on commence à douter de soi. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas quand on quitte la classe. On rentre chez nous, mais cette pression rentre avec nous. Il y a les devoirs, les révisions, les contrôles à préparer. Puis les parents avec leurs fameuses questions. T'as révisé? T'as contrôle demain? Faut pas que tu rates. Puis il y a cette voix dans ta tête. Et si j'y arrive pas? Et si je suis pas à la hauteur? Et ce doute, il touche beaucoup plus de jeunes que l'on le pense. D'ailleurs, ce sujet est aujourd'hui pris très au sérieux. Dans un podcast de France Inter intitulé Santé mentale, comment vont les jeunes, diffusé le 28 mai 2025, des spécialistes expliquent que de plus en plus de jeunes souffrent d'anxiété, de stress et de pression. Et qu'un jeune sur 5 est en réelle détresse psychologique. Ils montrent aussi que ce mal-être ne date pas d'hier, et qu'il est lié à plusieurs formes de pression, notamment scolaire et sociale. Et ce n'est pas qu'un ressenti. Selon une enquête réalisée en France en 2021 par l'Institut Ipsos pour notre avenir à tous, on estime qu'un adolescent sur 4 est touché par un trouble anxieux généralisé. Alors je vous le demande, sommes-nous en train de former des jeunes ou des machines à résultats? Cette pression scolaire s'accompagne d'une autre pression, invisible mais tout aussi forte. La pression sociale sur l'apparence. On peut donc se demander si la société accorderait-elle trop d'importance à l'apparence. La société continue de sourire et de dire « tu dois être parfait, réussir tout vite et montrer que tu gères ». Et ce n'est pas que l'école. Ça peut être n'importe qui. Pour tes vêtements, tes chaussures, ton sac, ta coiffure, tes photos, tout devient un critère pour savoir si tu colles au groupe ou si tu es bien ou pas. Imaginez Lucie, 17 ans, avant d'aller en cours, elle change plusieurs fois de tenue. Pas parce qu'elle est de la mode, mais parce qu'elle veut se sentir à sa place. Imaginez Tom, 16 ans. Dans son groupe, tout le monde parle des marques et des baskets à la mode. Alors lui, il regarde ce qu'il porte, juste pour savoir s'il correspond au code du moment. Dans une interview diffusée le 7 février 2022 sur France Inter, reprise notamment par la radio-télévision belge francophone, la chanteuse Angèle a confié quelque chose d'autre. Elle a confié qu'elle était heureuse de ne pas avoir eu TikTok plus jeune, parce que cela aurait changé la façon dont elle se regardait dans le miroir. Cela montre à quel point les réseaux sociaux et l'apparence peuvent changer l'image que les jeunes ont d'eux-mêmes. La pression scolaire et la pression sociale se renforcent toutes les deux. Et ce n'est pas nouveau. C'était déjà vrai hier, ça continue aujourd'hui. Et demain, ça continuera encore. Parce que la société regarde surtout ce qu'on montre aux autres, ce qu'on voit, et oublie l'essentiel. Se sentir bien dans sa tête, avoir confiance en soi et juste être soi-même. Et ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 nous rappelle dans l'article 3 que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. L'article 25, quant à lui, nous dit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être. Alors dites-moi, si un adolescent vit dans l'angoisse constante d'être jugé pour ses notes, son apparence, son style ou son comportement, où est le droit à la sûreté de sa personne? Où est le droit à la santé et au bien-être? Qu'allons-nous faire maintenant? Allons-nous laisser notre génération grandir avec tout ce poids sur les épaules, avec ces jugements invisibles, et ces règles absurdes, et ces attentes impossibles à suivre? Ou allons-nous leur permettre de respirer, d'exister, de se tromper, et d'apprendre à être eux-mêmes? Parce qu'un like, une note, un commentaire ou un regard ne peuvent pas mesurer la valeur d'un être humain. Il est temps de dire assez. Assez de la pression invisible, assez de la comparaison permanente, assez de la société qui mesure la valeur des jeunes à leur apparence et à leur performance.
Regardons la réalité en face. On ne peut pas juste rester là à regarder notre génération subir tout ça. Il est temps de les écouter, les soutenir et les laisser rester eux-mêmes. Alors, avant de juger sur ce qu'on laisse voir, il faudrait peut-être commencer par essayer de nous comprendre, pour de vrai. Et pour reprendre les mots d'Arthur Rimbaud, oui, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Merci. Avez-vous déjà eu peur de dire ce que vous pensiez? Dans certains pays, une simple phrase peut conduire en prison. Pas d'insulte, pas de violence, juste une phrase. Ici, en France, nous avons grandi avec les valeurs de la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous avons le droit de parler, de débattre. Bien sûr, cette liberté a des limites et des règles. Mais malgré cela, nous avons la chance de pouvoir parler. Pour beaucoup de personnes dans le monde, ce droit n'existe tout simplement pas. Imaginez devoir réfléchir avant chaque mot. Pas parce que vous hésitez, mais parce que vous avez peur. Peur que vos paroles vous attirent des problèmes. Peur qu'une opinion devienne un crime. Imaginez apprendre à vous taire avant même d'apprendre à parler. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme existe justement pour que parler ne soit jamais un risque. Il affirme que chacun a le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer librement, sans être inquiété. Aujourd'hui, nous allons montrer que la liberté d'expression est un droit indispensable à la dignité humaine et au fonctionnement de la démocratie. Nous ne parlons pas de théorie, nous parlons de faits réels. Parler, ce n'est pas seulement donner son avis, c'est exister, être reconnu, être respecté. La liberté d'expression est directement liée à la dignité humaine. Lorsqu'on empêche quelqu'un de parler, on ne contrôle pas seulement ses mots, on contrôle aussi sa pensée. Dans certains pays, des citoyens sont arrêtés pour avoir critiqué le gouvernement. Un message, une opinion, une dénonciation d'injustice. La publication est repérée, la personne est convoquée, interrogée, parfois même emprisonnée. En Iran, en 2022, Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs parce que son voile était jugé mal porté. Elle est emmenée au commissariat pour être rééduquée. Quelques heures plus tard, elle est hospitalisée dans le coma. 3 jours plus tard, elle décède. Après sa mort, certaines femmes retirent leur voile dans la rue. D'autres publient des messages pour dénoncer cette injustice. Plusieurs d'entre elles ont été arrêtées, condamnées, emprisonnées. Elles n'ont pas commis de violence. Elles ont parlé. Sur le plan moral, c'est profondément injuste. Cela signifie que certaines opinions ont le droit d'exister et que d'autres non. Empêcher quelqu'un de parler, ce n'est pas seulement protéger la société, c'est lui retirer sa liberté, mais surtout, c'est nier sa dignité humaine. Mais le problème n'est pas seulement moral, il y a aussi politique et concret. La liberté d'expression permet de dénoncer les injustices et de faire avancer la société. Sans elle, beaucoup de scandales politiques ou sociaux n'auraient jamais été révélés. Les journalistes et les citoyens jouent un rôle essentiel. Aujourd'hui, selon Reporters sans frontières, environ 70% de la population mondiale vit dans des pays où la liberté de la presse est limitée ou inexistante. Cela signifie que des millions de personnes vivent dans des États où critiquer le pouvoir peut être dangereux. Par exemple, plus de 70% des journalistes au Pakistan déclarent avoir subi des menaces de mort ou de viol. Et quand la parole disparaît, les abus restent cachés, les responsables ne sont pas sanctionnés. Les citoyens ne sont pas informés. Et sans information libre, les citoyens ne peuvent pas voter en connaissance de cause. Ils ne peuvent pas contester, ils ne peuvent pas choisir. Sans liberté d'expression, la démocratie devient fragile. Elle devient une apparence. En France, malgré nos valeurs républicaines, les femmes rencontrent encore des obstacles importants. Selon l'observation des inégalités, elles représentent 60% des diplômés, mais seulement 30% des postes de direction. Cela signifie que leur voix est moins présente dans les lieux de pouvoir et de décision. Autrement dit, même si la liberté d'expression existe en théorie, elle n'est pas toujours égale dans la réalité. Certains pensent qu'il faut limiter la liberté d'expression pour protéger la société, éviter les discours haineux ou garantir la sécurité. Oui, la liberté d'expression a des limites. Insulter, menacer ou inciter à la violence ne doit pas être autorisé.
Mais ces limites ne doivent jamais servir d'excuse pour faire taire des critiques légitimes ou des opinions politiques. Sinon, on ne protège plus la société. On protège le pouvoir, et ce n'est pas la même chose. Derrière les textes de loi, Il y a des êtres humains. dans certains pays, des adolescents sont sanctionnés pour un simple message sur les réseaux sociaux. Certains sont exclus de leur école, d'autres sont arrêtés. Imaginez devoir surveiller chaque mot, chaque phrase, chaque publication. Et il y a aussi des femmes. Malala avait 15 ans. Elle vivait au Pakistan, dans une région où certains groupes armés interdisaient aux filles d'aller à l'école. Beaucoup de filles ont dû arrêter leurs études. D'ailleurs, selon l'UNESCO, plus de 130 millions de filles dans le monde ne vont pas à l'école, souvent à cause de leur droit d'expression limité. Mais Malala, elle, a refusé de se taire. Elle a commencé à parler publiquement pour défendre le droit des filles à aller à l'école. Elle a simplement dit que les filles avaient le droit d'apprendre. Elle a parlé. Et pour cela, elle a été menacée, puis attaquée. Est-ce que vous pensez que cela méritait une balle dans la tête? Non. Et pourtant, c'est ce qui lui est arrivé. Elle n'avait qu'une arme, ses mots. Heureusement, elle a survécu, a pu continuer son combat, a reçu le prix Nobel de la paix en 2014 et devient le symbole de la lutte pour l'éducation des filles et contre les talibans pakistanais. Imaginez-vous, à seulement 17 ans, devenir la première lauréate de l'histoire. Son histoire montre qu'aujourd'hui encore, pour certaines personnes, s'exprimer peut coûter très cher. Dans une phrase, le conduire en prison ou mettre une vie en danger, ce n'est plus la liberté qui gouverne, c'est la peur. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme un principe simple. Chacun a le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer librement. Ce texte ne protège pas seulement les idées, il protège des journalistes, des femmes, des enfants, des citoyens ordinaires. Défendre la liberté d'expression, ce n'est pas défendre toutes les opinions. C'est défendre le droit fondamental de chaque être humain à avoir une voix. Parce qu'une société où l'on a peur de parler, ce n'est pas une société libre. Et tant que, quelque part dans le monde, une personne risquera sa liberté pour une phrase, ce combat restera nécessaire. Merci. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, 3 mots. Made in Bangladesh. 3 mots que vous avez lus des dizaines de fois sans même y prêter attention, sur vos pulls, vos t-shirts, vos pantalons. Mais derrière ces 3 mots, cher public, il y a une histoire tragique, une histoire que personne n'a cousue sur l'étiquette, celle de Rassan. Rassan a 9 ans. Ce matin, pendant que vous dormiez encore, il était déjà debout. 5h15, Dhaka, Bangladesh. Il vit avec ses parents et ses 3 frères et sœurs dans une pièce de 12 mètres carrés. Pas de salle de bain. L'eau vient d'un robinet, dans la cour, partagée par 20 familles. Ce matin, il reste du riz froid au fond de la casserole. Il en mange debout, il n'y a pas de table. Il prend maintenant ses sandales usées aux semelles trouées et traverse les ruelles sombres de Dhaka. Rassan marche vite. S'il est en retard, le contremaître retiendra une partie de son salaire. L'atelier. Une salle sans fenêtre, éclairée de néons blancs qui ne s'éteignent jamais. 50 machines à coudre industrielles, alignées en rangées. Le bruit est assourdissant. Un bruit qui vous fait vibrer les dents. L'air est saturé de poussières textiles en suspension. Si vous respirez là-dedans 10 minutes, vous toussez. Rassan, lui, respire cela 12 heures par jour. Il s'assoit sur son tabouret, numéro 7. Sa tâche, coudre les manches des t-shirts, le même geste, des milliers de fois par jour. Et ces t-shirts, vous les connaissez tous. Vous les avez même déjà sûrement achetés. Ils portent les étiquettes H&M, Zara, Shein et bien d'autres. Rassan gagne $2 par jour. Pas un pourboire, pas de l'argent de poche, $2 qui permettent à sa famille de ne pas mourir de faim,
Sans lui, ils ne peuvent pas payer le loyer. Sans lui, il n'y a pas assez de riz au fond de la casserole. Hassan a 9 ans et il ne va pas à l'école. Alors, je vous pose cette question. Elle est simple, elle est dérangeante. Quand vous achetez un t-shirt à 5 €, qu'achetez-vous exactement? Du tissu, des fils, un logo? Ou bien achetez-vous aussi les 12 heures d'un travail, les 12 heures de travail d'un enfant de 9 ans, les cicatrices sur ses doigts, son avenir sacrifié? La Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée en 1948, après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, dispose en son article 26 que toute personne a droit à l'éducation. Toute personne. L'article 24 de cette même déclaration garantit des conditions de travail justes. L'article 25 reconnaît le droit à un niveau de vie suffisant. Mesdames et messieurs, ces droits ne sont pas une liste de vœux pieux rédigés un beau soir de 1948. Ce sont des engagements solennels, ratifiés et signés par 193 États. Des engagements qui devraient protéger Hassan. Mais, cher public, depuis qu'il travaille dans cet atelier, tous ces droits lui ont été supprimés. Vous voulez savoir à quel point ce système peut tuer? Le 24 avril 2013, à Savare, près de Dakar, un immeuble de 8 étages abritant plusieurs ateliers textiles s'effondre comme un château de cartes, le Rana Plaza. La veille, des fissures avaient été repérées dans les murs. Les ouvrières, parmi lesquelles nombre d'enfants, avaient alerté. Elles avaient peur. Mais on leur a ordonné de revenir travailler. C'est sans danger, leur a-t-on dit. 1138 morts. Et dans ce bâtiment, l'on fabriquait des vêtements pour Primark, Benetton, CNA, des marques que vous connaissez tous. Et qu'ont dit ces marques après la catastrophe? Elles ont pointé du doigt leurs sous-traitants. Les sous-traitants ont pointé la pression économique. L'État bangladais a pointé la concurrence internationale. Mais, mesdames et messieurs, au bout de cette chaîne de responsabilité que personne ne voulait assumer, il y avait 1138 corps. C'est ce qu'on appelle l'impunité organisée. Mais l'impunité n'est pas une fatalité juridique, elle est un choix politique. La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 dispose en son article 32 que l'enfant doit être protégé contre toute exploitation économique, contre tout travail compromettant son éducation, sa santé, son développement. Le Bangladesh l'a ratifié, la France également. Pourtant, H&M va en France, Zara va en France, Primark va en France, les trois ne respectant en aucun cas les conditions de cette convention. De plus, toujours en France, depuis 2017, la loi sur le devoir de vigilance impose aux multinationales de cartographier les risques dans leur chaîne d'approvisionnement, d'identifier les violations et d'y remédier. Elles ne peuvent plus se réfugier derrière l'ignorance. Et si elles ne le font pas, leur responsabilité civile peut être engagée. Et dans les cas les plus graves, leur responsabilité pénale également. Le droit existe donc. Mais un droit qui n'est pas appliqué n'est pas un droit, c'est une promesse vide. Alors, pourquoi Hassan coûte-t-il encore? Parce que la fast fashion repose sur un modèle qui a besoin que Hassan reste invisible. Un t-shirt à 5 € n'est pas le fruit d'un miracle industriel. C'est le fruit d'un système qui externalise la souffrance à des milliers de kilomètres, là où les contrôles sont rares. Là où un enfant de 9 ans coûte moins cher qu'une machine. Alors, regardez à nouveau cette étiquette. Made in Bangladesh. Ce n'est pas seulement l'indication d'un pays d'origine, c'est la question que cette étiquette vous pose directement, personnellement. Les droits, proclamés en 1948, ont-ils été respectés dans la fabrication de ce vêtement? Si la réponse est non, et souvent elle l'est, alors ce vêtement n'est pas seulement un vêtement. Il est la preuve d'un système qui a décidé que certains droits humains sont négociables selon le pays d'origine. Que la dignité de Hassan vaut bien moins que notre droit à consommer moins cher.
Cher public, nous ne pouvons pas démanteler ce système depuis cette salle, mais nous pouvons exiger que les lois existantes soient appliquées. Nous pouvons soutenir les entreprises qui publient leur chaîne d'approvisionnement. Nous pouvons accepter de payer le prix réel d'un vêtement produit dignement et cesser de surconsommer, d'acheter par impulsion aujourd'hui ce que l'on jettera demain. Être citoyen, ce n'est pas seulement voter, c'est refuser l'indifférence, c'est demander des comptes à ceux qui ont le pouvoir d'agir. Hassan, lui, ne rêve pas de grand-chose. Il rêve d'un cartable, d'un cahier, d'un tableau noir. Il rêve d'un matin où il pourrait se lever et ne pas aller travailler. Et ce rêve-là, cher public, nécessite que les droits proclamés en 1948 et en 1989 deviennent enfin, pour lui aussi, une réalité. Je vous remercie. Ah oui, il faut lui transmettre parce que c'est vraiment très très bien. Ça a été un exercice vraiment difficile pour nous, parce que ce qu'on a entendu, c'était vraiment d'une très grande qualité. Vraiment. On s'est dit à un moment, on ne va pas y arriver, on va être obligé de tirer au sort. Ils sont tous bons, bon, comment faire? Honnêtement, c'est pas ça qu'on a fait. On a vraiment choisi, on a essayé, mais même si vous n'avez pas le prix, sachez que tout ce que vous nous avez présenté, c'était vraiment d'une très haute qualité. Merci à vous. Le prix de la Ligue des droits de l'homme est attribué à Juliette Momo. Et bravo. A été attribué à Nina Ferrand-Desmarins. Donc Nina, même punition, tu devras représenter ta plaidoirie au concours régional à Loudéac, puisque dans les accords que nous avons, il y a une représentation par lycée. Donc Juliette représentera le lycée Jacques Cartier et toi tu représenteras le lycée Maupertuis. Je vais appeler Yael Mirou et Léna Daniel, dont le jury a évalué à sa juste valeur votre plaidoirie, puisqu'il vous a attribué le prix des classes de seconde. Un prix coup de cœur, qui est un prix facultatif. L'année dernière, il n'avait pas été attribué. Cette année, le jury a décidé de l'attribuer et il l'a attribué à... C'est comme à la nuit des Molières, il y en a un qui ouvre l'enveloppe. Lily Dufournier. Voilà. Merci et encore bravo. J'ai été sincèrement impressionné, je le redis, et ça fait très plaisir de voir nos jeunes s'engager, tenir des propos aussi forts, aussi convaincants. Bravo à vous, et ça me fait un peu de baume au cœur pour cet avenir qui parfois n'est pas toujours si rose que ça. Quand on regarde à quelques années ou même quand on a regardé les élections, des fois on est un peu inquiet. Mais quand on vous entend, on se dit que y a de la relève et on y croit. Merci encore.
Et puis, ça n'est pas trahir un secret. Mais il y a des élèves qui y prennent goût. Parce que Lilou, elle a déjà participé l'année dernière au concours de plaidoirie. Et cette année, elle a fait le siège, il n'y a pas d'autre mot, le siège de sa professeure référente pour, s'il vous plaît, madame, est-ce que je peux participer encore cette année au concours de plaidoirie? C'est une jeune fille qui est issue des 2 lycées, donc c'est très très beau parce que c'est un prix fraternel. Voilà.